Bien, merci Emmanuel et merci Christophe pour l'invitation. Bonjour à tous. Maybe just a word in English. So I will talk today about optical random projection for large-scale machine learning. I will give the first half of my talk in French, and then I asked Feisha, who is a senior postdoc in my group and who was basically one of the leader in this recent work on machine learning, to present her work. So I will give her the floor in the second part. Back to French. So, donc je vais vous parler de l'utilisation de l'optique en milieu diffusant pour le machine learning, l'intelligence artificielle. Et d'abord, je veux présenter l'équipe. Donc, on est une équipe d'environ de 2 permanents, moi-même et Hilton Barbozadeh-Guyard, et une quinzaine, bon an, mal an, de PhD, postdoc, qui sont listés ici et dont vous voyez la photo. Et j'aimerais juste insister sur le but de l'équipe, qui est vraiment de comprendre et d'exploiter la propagation de la lumière en milieu complexe pour différentes tâches, dont l'imagerie et aujourd'hui le computing. Euh, alors, pour poser un petit peu les bases, donc l'idée c'est que la révolution actuelle en machine learning a vraiment des besoins en calcul énormes. Donc si on place, donc ça c'est un graphe qui est déjà ancien, mais qui permet de se rendre compte de l'ampleur du problème. Si on place les besoins en compute, donc en puissance de calcul pour le machine learning, donc entre 2012 et 2018 sur ce graphe, vous voyez plein de modèles et vous voyez que le besoin en calcul, les besoins de calcul doublent tous les 3 mois à peu près. Donc ça veut dire que sur cette période de 7 ans, il y a eu environ une multiplication par 300 000 des besoins en calcul, alors que dans le même temps, la loi de Moore, qui d'ailleurs ralentit, ne propose qu'un gain de l'ordre d'un facteur 7. Donc vous voyez que ça pose un énorme problème de scaling, et évidemment ça n'a été qu'en empirant depuis. Alors déjà en 2018, ça avait été signalé, et donc par exemple le CEO de Microsoft disait ici que voilà, on va rapidement manquer de puissance de calcul. Alors pour expliquer pourquoi, euh, euh, c'est important de rappeler comment marchent les ordinateurs actuels, et ils marchent sur le principe de l'architecture de von Neumann, donc proposée dans les années 40-50 par John von Neumann, où l'idée c'est qu'on a un module de calcul, typiquement un CPU, qui va prendre des données et des programmes depuis une mémoire, et puis avec un certain nombre d'instructions, va essayer de calculer un résultat à partir d'un programme. Donc ça, c'est très bien et ça marche bien parce que c'est universel, mais par contre, il y a un souci, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de données qui doivent aller entre la mémoire et l'unité centrale. Et donc ça pose un problème de transfert, ce qu'on appelle le von Neumann bottleneck, qui est donc ce transfert d'informations dans cette architecture où les instructions et les données sont, le calcul et les données sont séparés. Et ça, c'est le cas sur un ordinateur classique, comme un PC, comme vous voyez à côté. C'est aussi vrai sur les GPU, qui sont déjà des machines un petit peu spécialisées pour ce type de calcul, mais pour les calculs intenses, mais qui sont quand même des machines de Voldemann, et dans une certaine mesure aussi sur le TPU de Google, qui est aussi optimisé pour le machine learning. Alors, l'idée, c'est que l'optique est apparue comme une solution potentiellement intéressante pour faire ces calculs. Alors après tout un long processus dans les années 70-80 où la loi de Moore a quand même toujours un petit peu surpassé l'optique et ne l'a pas rendue intéressante, mais il y a peut-être un revival aujourd'hui pour utiliser l'optique à nouveau pour les calculs et pour le machine learning. Alors l'idée, c'est que l'optique a des avantages importants en termes de consommation d'énergie, en termes d'interfaçage de l'information, de propagation de l'information, et aussi de latence. Donc il n'y a pas de loi d'Ohm, il n'y a pas de dissipation. Ça a aussi des désavantages importants. Donc c'est évidemment, ça prend beaucoup plus de place qu'un circuit électronique à cause des limites de la longueur d'onde. C'est difficile d'avoir des non-linéarités d'un point de vue optique, et c'est aussi difficile de stocker l'information. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Et peut-être si on veut séparer les deux classes les plus importantes d'implémentation optique de calcul ou de machine learning, eh bien, il y a les approches plutôt free space, où on utilise la propagation de la lumière en 2D, je vais en parler dans un instant, et les approches plus de photonique intégrée sur chip. Alors, je peux mentionner ces deux reviews qui ont maintenant 3 et 4 ans respectivement, où il y a un certain nombre de travaux et de concepts qui sont résumés et que je peux conseiller.
Alors, je veux revenir à l'idée d'utiliser l'optique free space, puisque c'est sur ça que je vais me concentrer pour faire des calculs et surtout des multiplications de matrices, puisque l'idée c'est que les multiplications de matrices sont à la base des réseaux de neurones. Alors, l'idée, c'est que l'optique fournit la possibilité de faire des multiplications de matrices de manière assez naturelle, et la simple propagation d'une onde électromagnétique ou d'une onde en général dans un milieu, on peut l'écrire comme avec l'équation d'onde et les propagateurs, comme une multiplication de matrices, avec une matrice particulière qui dépend de la distance et évidemment de la longueur d'onde. Si une onde lumineuse passe à travers un masque fin, eh bien, on peut écrire ça comme une multiplication matricielle pour les modes d'entrée et de sortie, comme une matrice diagonale où le déphasage ou l'absorption locale va être sur la diagonale. Et donc, on a une matrice simple, diagonale, qu'on peut contrôler. Et si on vient déjà ces deux éléments de base les mettre ensemble en mettant différentes couches avec différentes propagations, eh bien on peut montrer ou fabriquer une multiplication de matrices plus complexe en combinant, en multipliant toutes ces matrices entre elles pour avoir quelque chose de plus compliqué. Alors, un exemple simple, c'est les convolutions optiques. Donc, par exemple, si on a une onde lumineuse qui se propage, qui passe à travers une lentille, c'est-à-dire une phase quadratique, qui se repropage sur la distance focale de la lentille, eh bien, en fait, on a une transformée de Fourier. Donc, transformée de Fourier suivie d'une multiplication suivi d'une deuxième transformée de Fourier. En fait, c'est une convolution. Et donc, l'optique free space a été utilisée depuis assez longtemps pour faire des convolutions de manière optique. Une autre chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le matrix vector multiplier, où on prend un certain nombre de modes d'entrée. On prend une lentille cylindrique, donc, ce qui est mal représenté ici, pour l'éclater sur deux dimensions. On vient faire une multiplication locale et on recompresse et on somme sur une autre ligne de détecteur une opération vecteur matrice de multiplication. Donc l'idée, c'est que l'optique classique free space, c'est adapté pour faire des single layer neural network, donc une multiplication de matrice correspondant à une couche d'un réseau de neurones. Mais par contre, c'est assez difficile de cascader ces fonctions et donc faire de manière optique un réseau de neurones profond de manière toute optique, c'est difficile parce qu'il faudrait cascader des non-linéarités entre chacune de ces multiplications de matrices et ça, c'est extrêmement difficile et il n'y a pas encore de solution très claire. L'autre difficulté, c'est évidemment de réussir à fabriquer ou entraîner un tel réseau, une telle couche pour une fonction particulière en machine learning et ça, c'est aussi difficile. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que malgré ces deux problèmes, on peut quand même faire un certain nombre de choses. Et j'aime aussi beaucoup mentionner ce papier que je trouve très intéressant et très motivant, qui est ce concept de la hardware lottery qui est proposé par Sarah Hooker, qui était à l'époque à Google Brain. Et l'idée, c'est vraiment que le hardware et le software ou les algorithmes vont de concert, évoluent de concert, et que si on essaye de prendre un algorithme qui a été développé pour un hardware particulier, par exemple une machine de von Neumann, et de l'appliquer à quelque chose, de le plaquer sur quelque chose qui n'est pas adapté, ben, ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment une synergie entre le hardware et les algorithmes pour développer des choses performantes. Et c'est un petit peu cet esprit-là, dans cet esprit-là que vous allez voir les travaux que je vais vous présenter. Donc il y a l'idée d'avoir le marteau et le clou, comme vous allez voir. Alors le lien avec l'optique des milieux complexes, qui est quand même notre cœur d'expertise, c'est qu'il y a énormément de travaux en ce moment sur les ondes en milieu complexe. Et je peux citer ici ce numéro spécial de Nature Physics il y a 1 an et demi, où il y a eu tous ces articles sur les récents développements sur les ondes en milieu complexe. Et celui j'en ai commis un, c'est celui-ci, Imaging and Computing with Disorder. Et c'est un petit peu aussi dans l'esprit de ce que je vous présente aujourd'hui, qui est résumé dans cet article. Alors, pour revenir à la physique qu'on utilise, c'est donc la physique de la propagation des ondes en milieu complexe. Donc, je pense que ça sera peut-être la partie qui sera la plus familière aux gens aujourd'hui. Et donc, c'est représenté sur cette simulation où j'ai une onde qui arrive dans ce milieu diffusant. Chaque point ici est un diffuseur. Et donc, il y a cette diffusion multiple de la lumière élastique
qui va donner lieu à de la diffusion multiple avec de la lumière transmise, de la lumière réfléchie et puis cet aspect interférence aléatoire, donc le fameux speckle. Donc dans ce régime de diffusion multiple très forte, j'ai plus de lumière balistique, j'ai une très forte euh, diffusion spatiale et temporelle de la lumière. Et par contre, j'ai cette cohérence qui est mise en évidence par ce speckle, par ces interférences aléatoires. Alors, comment faire? À quoi ça va nous servir? Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, excusez-moi, hop, voilà. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut faire avec sur ce principe des opérations de calcul et en particulier, je vais essayer de relier ce concept de la matrice de transmission, du fait qu'on est capable de décrire la diffusion multiple à travers un milieu entre des pixels d'entrée, par exemple, sur un modulateur spatial et des pixels de sortie sur une caméra. On sait le décrire par une matrice de transmission. Et en fait, ce type de choses peut s'interpréter comme un réseau de neurones à une couche, donc une couche de réseau de neurones entre des neurones d'entrée et des neurones de sortie, où les poids sont fixes et fixés par la matrice de transmission, c'est-à-dire aléatoire. Donc, l'idée, c'est que cette matrice de transmission, on est capable de la mesurer. Elle est de très grande taille et elle a des coefficients complexes. Donc, on sait par la physique mésoscopique qu'il y a des corrélations, il y a plein de choses qui se passent, mais au premier ordre, c'est une matrice qui a toutes les caractéristiques d'une matrice aléatoire, potentiellement stable pendant très longtemps si le milieu est fixe, et de très grande dimension. Donc, si on a un milieu même de quelques millimètres d'épaisseur, le nombre de modes d'entrée et de sortie, c'est le nombre de longueurs d'onde au carré, et donc on a plusieurs millions de modes d'entrée et de sortie d'une telle matrice. Donc on a une matrice de très grande dimension, et on a naturellement cette multiplication de matrices effectuée par la lumière lorsque la lumière se propage à travers. Alors ça, c'est là que je reprends l'analogie du clou et du marteau. Donc on a en fait une opération de multiplication de matrices et le lien avec les algorithmes, c'est qu'en algorithmique, cette opération, ça s'appelle une projection aléatoire, une random projection, et ça s'utilise dans plein de domaines. Et je veux donner deux exemples de à quoi peuvent servir ces opérations de matrice. En particulier, ça peut servir en réduction dimensionnelle. C'est ce qu'on appelle, c'est un résultat mathématique qui est connu comme le lemme Johnson-Leidenstrauss, qui dit que si j'ai des vecteurs dans un espace d'entrée de très grande dimension, eh bien, je peux les projeter dans un espace de plus petite dimension en les multipliant par une matrice aléatoire. Et ce que je peux montrer, c'est que même si je réduis en dimension de manière extrêmement drastique, eh bien, je peux conserver avec une erreur connue les distances et les vecteurs et les angles entre et les produits scalaires entre ces modes d'entrée. Donc, autrement dit, si j'ai des informations que j'aimerais classifier ou analyser, eh bien, je peux les projeter dans cet espace de plus petite dimension avec une matrice aléatoire et les traiter dans ce nouvel espace de manière beaucoup plus efficace. Une autre application de ces matrices aléatoires, c'est le processus inverse, où j'ai un problème qui est peut-être pas en dimension énorme, mais qui est difficile à classifier. Donc j'ai des vecteurs d'entrée qui sont extrêmement complexes à analyser, et je peux montrer que si je multiplie ces vecteurs d'entrée par une matrice aléatoire, je viens exploser ces données dans un espace de plus grande dimension, et dans cet espace de plus grande dimension, qu'on appelle feature space, eh bien ce problème devient plus facile à traiter. Par exemple, il peut devenir en très grande dimension, linéairement séparable. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, le fait d'utiliser des matrices aléatoires fait qu'on a des garanties que ça fonctionne, quelles que soient les structures des données. On n'a pas besoin d'avoir d'hypothèses particulières sur la structure des données. Est-ce que c'est sparse dans la base des pixels ou, voilà, ou en Fourier. Voilà. Il n'y a pas d'hypothèse particulière. Et également, on n'a pas besoin de connaître la matrice. On a juste besoin de connaître qu'elle est aléatoire. Et ça, c'est aussi un élément très important pour nous, puisqu'on n'a pas besoin de caractériser cette matrice. On a juste besoin d'avoir un milieu qui va fournir cette matrice aléatoire de manière fixe et répétable. D'accord. Alors, pour moi, étant en optique ou en onde, je voulais juste mentionner que ce n'est pas forcément les algorithmes les plus mainstream
en traitement de signal, mais ça reste des algorithmes connus, éprouvés. Et je voulais juste mentionner ici le nombre de fois qui sont cités pour des papiers qui ont, bon, certains plusieurs dizaines d'années, mais d'autres qui sont plutôt d'une quinzaine d'années et qui sont cités plusieurs milliers de fois, donc qui restent quand même des algorithmes bien établis en traitement du signal et en machine learning. Alors, donc à quoi ça nous a servi et comment on a pu mettre ensemble ce hardware et ces algorithmes? C'est ce qu'on a fait en 2016. Donc c'est avec mes collègues Florent Xakala, Laurent Daudet, Igor Caron et à l'époque un doctorant à l'Assad. Donc l'idée, c'est qu'on a pris notre milieu diffusant ici, et on peut encoder des images ou des vecteurs ou des informations sur un DMD, donc un modulateur spatial de lumière, et on vient encoder sur ce DMD des images. Donc typiquement, ici, des nombres qu'on aimerait automatiquement classifier, donc des nombres manuscrits. C'est ce qu'on appelle la database NIST, qui est une database très classique pour faire des tests basiques en machine learning. Et quand on affiche ça ici, la lumière va se réfléchir sur le DMD, passer à travers le milieu, et sur la caméra me donner un speckle. D'accord. Donc ce speckle, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de la propagation de la lumière à travers le milieu diffusant. Et d'un point de vue mathématique, c'est la projection aléatoire de mon image que je récupère ici avec un module carré, ce qui ne nous pose pas particulièrement de problème. Donc on a une machine qui fait des projections aléatoires. Et avec ça, on a montré qu'on était capable de classifier et qu'on avait l'erreur sur la classification était aussi bonne lorsqu'on utilisait les speckles que lorsqu'on utilisait les images de départ. Donc ça nous a intéressé parce que évidemment, ça c'est une démonstration à petite échelle. Donc c'est une tâche très facile en machine learning, mais ça montre que ça a du potentiel et qu'on peut, et grâce aux ondes, on peut physiquement aller à beaucoup plus grande dimension. Donc l'idée, c'est qu'on a des modulateurs et des détecteurs, donc des modulateurs spatiaux de lumière, SLM, et des caméras avec des millions de pixels. Et le milieu a la capacité à mélanger aléatoirement ces millions de pixels. Donc on a une matrice qu'on multiplie qui prendrait de l'ordre de 1 million de coefficients in et out, et donc 10 puissance 12 coefficients qu'on n'a pas besoin de stocker dans une mémoire. Et par ailleurs, ces multiplications, on les fait à la vitesse à laquelle on peut moduler ou détecter ou prendre des images. Et donc voilà, typiquement de l'ordre de quelques centaines à quelques kilohertz si on travaille bien. D'accord. Donc quand on met tous ces nombres ensemble, on s'aperçoit qu'on a une machine qui, pour quelques watts de consommation, puisque l'opération elle-même est passive, c'est juste la propagation de la lumière, donc il faut juste alimenter un laser, un SLM et une caméra, ce qui consomme quelques watts chacun, eh bien on a de l'ordre de 10 puissance 15 opérations par seconde pour cette opération évidemment très spéciale. Alors avec ça, on a fondé Lighton, qui est en 2016, qui est une startup qui a fait beaucoup de hardware et qui a appliqué ce concept à plein de cas d'usage en inférence, en entraînement, pour l'algèbre linéaire en très haute dimension, etc. Et à très grande dimension, donc déjà à des dimensions qui sont utiles pour le machine learning classique, et donc qui en a fait le premier coprocesseur optique commercial. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de ce qu'a fait Lighton, mais je vais parler de ce qu'on a continué à faire au laboratoire, et je vais donner une première application avant de donner la main à Faye pour la suite. Alors, la première application qu'on a fait ensuite au laboratoire, c'est ce qu'on appelle du réservoir computing, où on essaye de simuler un réseau de neurones récurrent. Donc l'idée, c'est que les réseaux de neurones récurrents, où les neurones sont ordonnés non pas par couche, mais tous interconnectés entre eux, c'est en principe extrêmement puissant, mais en pratique, c'est très difficile à entraîner. D'accord, c'est pas très bien adapté à l'entraînement. Et donc, une proposition, ça a été de faire ce qu'on appelle du réservoir computing, où on dit qu'en fait, tous ces neurones interconnectés, on ne va pas tenter de les entraîner, on va juste les laisser connecter de manière totalement aléatoire, et on va uniquement entraîner la couche d'entrée et la couche de sortie pour venir exciter ces neurones avec certains vecteurs d'entrée et essayer de classifier ou de faire une certaine tâche en sortie. Alors, l'idée, c'est que quand on a ces connexions aléatoires, on peut montrer que l'état
de ce réseau de neurones, quand on envoie différentes informations, eh bien, il se calcule par des grosses multiplications de matrices, puisque les poids aléatoires ici correspondent à une matrice aléatoire qui connecte tous les pixels, tous les neurones à tous les autres avec des poids aléatoires. Donc, on a ces deux grandes matrices qu'on doit calculer quand on fait ça sur un ordinateur. Alors, l'idée, c'est que ce type de computing qu'on appelle réservoir computing, c'est bien adapté à plein d'implémentations physiques. Ça a été fait en électronique, sur des architectures très, très spéciales, FPGA, avec des réservoirs d'eau, d'où le nom, avec des pattes de robots ou même des animaux. Enfin, c'est très, très large. Et en particulier en optique et photonique, ça a été aussi implémenté sur plein de systèmes, que ça soit intégré au free space. Alors, nous, notre approche, c'est de dire qu'on a ce système qui sait faire ces matrices aléatoires. Et donc, on a sur un SLM, on peut mettre l'information d'entrée et aussi ce qu'on appelle l'état du réservoir, puisqu'il faut aussi connaître l'état du réservoir enfin, l'état des neurones avant de regarder l'état à l'étape suivante. Et donc, tout ça, on vient l'encoder sur le SLM et on vient mesurer sur le speckle d'entrée l'état de sortie, c'est-à-dire l'état suivant des neurones. Et ensuite, on a naturellement cette non-linéarité quadratique, et donc on peut faire cette équation où naturellement on vient faire cette grande multiplication de matrices optiquement. Et ensuite, par contre, c'est pas tout optique. On est obligé de prendre la sortie sur la caméra et de venir l'afficher à l'entrée et de faire cette récurrence de manière électronique. D'accord? Donc c'est vraiment hybride, optique et électronique. Et ensuite, une fois qu'on a ce système, on vient entraîner les poids de sortie, mais ça peut se faire offline, a posteriori, pour une tâche donnée. Voilà. Alors, donc ça, c'est le principe du réservoir computing tel qu'on l'a implémenté nous. Et ça nous permet de travailler, enfin, typiquement, le réservoir computing, c'est utilisé pour mettre en évidence, pour faire de la prédiction de séries temporelles, et en particulier de séries temporelles chaotiques, donc difficiles à prédire. Donc l'idée, quand on a un système chaotique, typiquement ce double pendule, c'est qu'on a un temps caractéristique, qu'on appelle le temps de Lyapunov, au-delà duquel le système devient chaotique, très sensible aux conditions initiales et donc difficile à prédire. Donc ça, c'est un exemple évidemment simple à une dimension, mais à 2, 3 dimensions, voire très grandes dimensions, c'est aussi des systèmes qui se comportent de manière chaotique. Alors, on a pris des systèmes simples, on a pris un système qui s'appelle le Mackie-Glass Equation qui génère des séries temporelles chaotiques 1D. Donc ça, c'est typiquement une tâche relativement facile. Il y a plein de façons de le faire en réservoir computing, ça a été démontré dans plein de systèmes. Une autre plus difficile, c'est le Kuramoto-Sivashinsky Equation qui génère un système chaotique 2D. Et ça, c'est déjà beaucoup plus dur et il y a beaucoup moins de systèmes qui le font. Et je vous montrerai qu'on peut faire les deux. Alors, comment on a fait pour cette première tâche simple? Bien, on vient driver notre système avec en entrée cette série temporelle simple qu'on vient afficher sur le SLM avec quelque chose d'uniforme, et enfin sur la zone qu'on module, et puis on vient laisser le système évoluer, et ensuite au bout d'un certain temps, on va avec l'entraînement essayer de prédire ce qui va se passer dans notre système. Donc vous avez voilà, le ground truth et les prédictions du système. Donc on voit que sur un certain nombre d'oscillations ici, on est capable de prédire ce qui se passe. D'accord? Donc ça montre que ça marche, et il n'y a pas besoin de tant de neurones que ça. Donc ça, comme ça a bien marché, et qu'on avait évidemment plein de pixels à notre disposition, on a essayé quelque chose de beaucoup plus dur, qui était cette équation de Kuramoto-Sivashinsky. Et là, vous voyez, vous avez des séries temporelles plus compliquées, avec un certain nombre de modes spatiaux, et en horizontal, c'est le temps. Et en gros, ça ressemble à peu près à la turbulence. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et ça, alors, donc, il y a toute la partie entraînement que je ne monte pas. Et le temps égale 0, donc la gauche du graphe, c'est le moment où on commence à essayer de faire de la prédiction. Et vous avez au-dessus le ground truth et en dessous la prédiction de notre système quand on le laisse évoluer. Et vous voyez que si on fait la différence des deux, en tout cas sur de l'ordre de 2,5 ici, temps de Lyapunov, on a le système qui est capable de prédire l'évolution de cette série temporelle chaotique. Alors, je parlerai dans un instant on a évidemment quantifié tout ça dans ce papier de 2020, mais je veux juste montrer un résultat plus récent où on a fait quelque chose qu'on appelle le Next Generation Reservoir Computing. C'est pas forcément un nom que j'aime beaucoup, mais je vais juste vous expliquer en quoi ça consiste. Le concept est intéressant, et l'idée c'est maintenant de ne pas faire de la récurrence, mais d'entraîner
non pas avec la série temporelle à un temps donné, mais à plusieurs temps. Donc ici, on envoie la série qu'on veut apprendre au temps t et au temps t-1, par exemple, et on l'envoie en même temps sur le système. Et ici, on a donc quelque chose qui est une composition de ces différentes éléments de la série temporelle à différents temps. Et on fait un apprentissage. D'accord? On peut montrer que c'est plus simple, il n'y a pas besoin de faire de récurrence, il y a besoin de moins d'entraînement, etc. Donc ça a été montré dans différents contextes. Et là, on l'a fait en optique avec notre même système. C'est exactement le même setup. Et c'est en fait beaucoup plus simple. Et avec ça, on a réussi à montrer qu'on était capable de faire non seulement de la prédiction à temps relativement court de Kuramoto-Sieraszynski. Donc en gros, on a la même chose qu'avant, mais c'est beaucoup plus simple à entraîner, beaucoup plus rapide. Il y a besoin de beaucoup moins d'entraînement. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle de la prédiction de climat, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de faire exactement de reproduire une série temporelle donnée, mais montrer qu'on reproduit la dynamique d'un système chaotique de manière propre, ici par exemple un système de Lorentz. Voilà, donc donc là c'est un exemple ici où on monte sur la série de Kuramoto-Sieraszynski, que ça ressemble pas du tout. Au début ça marche bien, au bout d'un certain temps ça marche pas, mais ça continue à avoir toutes les caractéristiques, par exemple le power spectrum de la série. Donc on a un système qui évolue naturellement comme un système chaotique. Donc c'est plutôt de la prédiction long terme statistique. Voilà. Alors sur ces deux éléments, et j'ai presque fini ma partie, l'idée c'est que quand on fait ce calcul matriciel optiquement, eh bien on le fait en dimension avec un speed-up O de 1. C'est-à-dire que la multiplication de matrice elle-même ne dépend pas, la vitesse ne dépend pas de- du nombre de pixels ou du nombre de neurones qu'on fait. Alors que quand on a une multiplication de matrice de dimension n fois n, eh bien le nombre de multiplications à faire sur un ordinateur, c'est n carré. D'accord. Et en même temps, on le fait avec une consommation électrique qui aussi ne change pas. Et un élément très important, c'est cet aspect mémoire, puisqu'on n'a pas besoin de stocker tous ces coefficients en mémoire. Et donc, pour vous montrer un petit peu sur une itération de ce processus, en abscisse, c'est le nombre de neurones ou le nombre de pixels qu'on considère en entrée et en sortie. Et en ordonnée, là, c'est le temps de calcul en secondes d'une itération. Et donc, on montre, si vous regardez la courbe rouge et la courbe verte, c'est le temps qu'il faut pour faire cette multiplication de matrice sur un CPU ou un GPU. Donc, vous voyez que ça diverge très vite avec le nombre de neurones. Et en fait, c'est quadratique. Donc, évidemment, le GPU est beaucoup plus optimisé. Donc, il est beaucoup plus rapide que le CPU. Mais si on regarde en échelle log, on voit bien que la pente est la même. D'accord? On a quand même ce scaling quadratique. En optique, par contre, eh bien, on a quelque chose qui est à peu près plat en nombre de neurones, en fonction du nombre de neurones au début. Et puis à la fin, on a une dépendance en n, puisqu'évidemment, il faut quand même acquérir une image et moduler une image. Ça dépend du nombre de pixels, pas du nombre de pixels au carré. Et donc, on a quand même cette dépendance, mais juste en O de n sur les très grandes tailles. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que là, il y a un moment où même le CPU et le GPU, on a rempli leur mémoire et donc ils deviennent extrêmement lents parce qu'on est obligé de paralléliser le calcul sur plusieurs modules si on veut aller à plus grande taille, alors que l'optique, elle peut aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a vraiment cet aspect mémoire et cet aspect vitesse sont vraiment liés. Et pour aller aux très grandes tailles, c'est souvent même la mémoire qui est importante. Et donc, quelque part, on peut considérer qu'à partir de ce point-là, environ de quelques dizaines de milliers de neurones, on a un avantage optique à faire cette opération optiquement. Voilà. Alors, je veux juste donner le message principal jusqu'à maintenant, et puis je vais passer le, le, je vais laisser Faye continuer. Donc, j'ai essayé de vous convaincre que faire ces projections aléatoires optiques, c'était intéressant parce que, bon, d'abord, c'est extrêmement simple. On utilise une couche de peinture ou un mieux diffusant très simple. Il n'y a pas de fabrication particulière très difficile. Et on a naturellement cette connectivité all-to-all, donc entre tous les neurones d'entrée et tous les modes de sortie, avec ces poids aléatoires fixés et déjà à très grande échelle et à très faible consommation énergétique. Donc avec ça, je vous ai montré la classification, le réservoir computing. On a aussi fait des modèles d'easing avec ça que je n'ai pas présenté aujourd'hui. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas facilement entraîner ces poids et on n'a pas de non-linéarité optique. Voilà, donc je m'arrête là et j'arrête de partager. Je vais laisser Faye partager et continuer à partir d'ici. Okay, thank you, Sivan, for the nice sharing.
Can you see my screen? Yes. Not full screen yet. Okay, so previously Sivan introduced this optical random projections application in various domain, but the drawback is obvious that there's no possibility to train the machine, and also there's still quite a linear projection in the optical domain. So in our recent work, we try to really go beyond this optical random projection with fixed weight. Instead, we try to focus on how to train the optical random projections. The first design in our work is that instead of using this spatial light modulator, or what we can imagine as this monitor in our screen as a pure input data device, we can split it into actually two portions. And the first one to be used for sending the input information for machine learning data. And the other part of this spatial light modulator can be actually used as what we so-called trainable parameters. And those parameters can be used to be updated during this machine learning process, so that we can optimally design and determine their values in order to effectively determine very different optical random projections with tunable weights. And with this work, we're in collaboration with Peter McMahon at Cornell University, and we're trying to train this machine in situ so that we can update these parameters in the machine. And another work we're recently been very interested is to introduce these nonlinear random projections. And why we would have to care about this nonlinearity with this optical domain is that nonlinearity is actually very needed if we want to approximate arbitrarily different functions in math. We need some nonlinearity in order to approximate very different functions. So in neural network, people try to use deeper neural net to introduce various nonlinearity in order to achieve this goal. However, in optics, as we just discussed, there is no way to introduce nonlinearity with this linear scattering regime that we are working on. So previously, people have tried to work on introducing the nonlinearity in optical regime is what we call nonlinear optics, where instead of using one wavelength to excite or to emit into the material to have the same wavelength out, the nonlinear optics field try to use nonlinear materials that converts the input frequency of the light to different frequencies that's different from the input frequency. So for example, here, what I'm showing here is a second harmonic generation process where the material have a second order nonlinearity that converting the input field from frequency omega to 2 omega. So in that direction, we are currently working with Professor Rachel Grange, and their group are really known to be able to fabricate a material based on the lithium niobate. And this nanocrystal is very known to have very strong second order nonlinearity. And what's more interesting on top of that is that if we use this light to incident on this nonlinear materials, we do not require very strict phase matching, but instead this highly scattering event already can create this quasi-phase matching that allows us to excite this second order nonlinear effect. So the experimental setup is pretty simple and straightforward, where we use a pulse laser that goes into this material and that emit this fundamental mode without that's already there, but in the same time, there's a second order nonlinear signals that's coming out, excited by this nonlinear process.
So we collect both of the signals in the linear and nonlinear regime and compare these features as this machine learning features in our later study cases, where we show that, for example, in the linear cases and the nonlinear cases, we indeed observe in very enhanced accuracy in the task. For example, what I show you here is a task to recognize the sign language letters from the fingers, where people in different cultures use different languages, signs using fingers. And using this data as the input and to collect these linear and nonlinear features from our setup, we can train a very simple linear regressor that allows us to predict different results. And we show that with nonlinear feature, it is helpful to improve the accuracy. And we also try to vary the feature size from small to larger feature size, and we see this universal gain of this accuracy across different feature size. And we also try to validate this result with a lot more data set. For example, there's American Sign Language classification and also CIFAR-10 image classification. And we also see different gain in the accuracy. And moving beyond that, we also go to a larger scale of different variety of this data set, where we can see that we have a different level of the nonlinearity gain from our system, where by introducing this nonlinear material in our system, we're able to have a better performance to perform this very simple linear regressor. So in order to better understand what's the computational analysis mechanism or the fundamental mechanism of our system, in the same time, you can, if you're interested, you can refer to this Nature physics paper that's recently published. That's while explaining what's happening within this nonlinear materials in the disordered scattering regime, where people try to design a nonlinear scattering tensor to quantify and characterize this behavior. And we are able to infer on top of this design to see that we have a lot of operations being done optically, and we have gained a lot during this nonlinear operation, so that we can effectively have a lot more gain due to this nonlinearity. So the summary of this part of the work is that we combine this nonlinear material in our system so that we can introduce nonlinearity in our system to confirm really the gain in the optical domain is beneficial for computation. So previously, I just introduced you this nonlinear material-based nonlinearity in the optical domain. And the system is very similar to what I've shown you here. And instead of using the linear scattering material, we use the nonlinear scattering material. However, there's a limitation on that system design, is that we kind of really need a pulse laser, a very expensive laser, in order to excite this nonlinear effect efficiently. So in order to think about a more cost-effective solution to introduce nonlinearity in the optical domain, we start to think about another design of going beyond this nonlinear optical domain, where we try to design what we call a structural nonlinearity by introducing a way that instead of letting the beam goes to the spatial light modulator and these materials that scattered light in single pass and then collected by a camera, we instead embed this spatial light modulator on the reverberating cavity, so that when the laser goes into this within this cavity, it will bounce this spatial light modulator that has displayed the patterns multiple times along these round trips. And in the end, all the informations bouncing back and forth multiple times of these input patterns will be collected by the output camera.
So effectively, this mechanism actually encode the information of the input pattern by this is an expanded Born series in the term of this scattering potentials. So that you can see that the input pattern here is represented by the scattering potential V, and it has a nonlinear relationship with this output field. And by doing this, we show that it is effectively this design creates a very highly nonlinear optical encoder that's in optical domain. And with this design, we can just really dump this femtosecond or pulse laser that's needed for our second harmonics generation, but instead we can use a CW laser, which is continuous, very cheap, and we can use this to perform a nonlinear mapping of these input patterns and the output field. And use that, we are able to show by just modulating this spatial line modulators that area, we are able to create a different configuration of the nonlinear orders, and then we can perform the similar linear regressor at the back end to testify what's the gain of different design at different feature size. For example, we see that it is pretty obvious that this gain of this nonlinearity really happens a lot at this lower feature size, which is corresponding to lower number of modes in these output patterns. And we try to exploit these advantages to perform a so-called encoder-decoder design, where we leverage this input pattern to a very low dimensional domain that is well known in this machine learning community to process the data and extract high-level representation of this input data. And we show that with these low-dimensional features, these optical features that's compressed optically, we're able to perform various high-level analytics. For example, we can use these compressed optical features to reconstruct, to design a decoder to reconstruct the images that's in a Fashionminx data set with very high accuracy. And in the same time, we go in even beyond that, trying to input a very high dimensional, large volume dash cam videos from driving cars, and we send that into our nonlinear encoder optically. We're able to passively collect these optical features by the camera. And we show that by only collecting 25 speckle grain, which is a very small number of these output modes, we're able to compress the data with 3 orders of magnitude. And we're able to perform interesting tasks. As I will show you here, you can see that by extracting information embedded on this low-dimensional optical domain, we're able to identify the pedestrians crossing the road at different locations and even in front of the car. And our this pink box indicating the predicted data from our optical features, and the green one shows this ground truth. And we can see that we have pretty high accuracy by leveraging our compressed optical features. So the summary of this work is that with this design of this nonlinearity in a passive way by introducing this embedded spatial light modulator on the cavity, we're able to allocate a lot of operations that's traditionally done in the digital domain in the encoder to the optical domain. So we have an order of magnitude reduction in this digital operation, and we move that part in the optical domain so that we really reduce these memory demands and post-processing demands by introducing these preprocessors in the optical domain. So the take-home message of all the work Sivan and I have shown is that leveraging these random materials, we're really able to
design a lot of interesting large-scale optical random projections for different tasks, from classification to reservoir computing to the later what I mentioned, the encoder in the nonlinear regime. So beyond all this work, we also show it is possible to tune the weight and also to introduce tunability in the system design, and also to design a very interesting variety of nonlinearity in the optical domain. So I hope our work can inspire you to think about interesting applications and also tackle interesting optical related information processing task that's beneficial to be done in the optical system. So our perspective for future of this direction is that we see a lot of interesting intersections that we can converge the free space optics with integrated photonics, for example. And also there's a lot of interesting potentials to design better algorithms that's tailored for optical system. And also beyond this classical demonstration, we're also thinking about potential opportunity to go beyond into this quantum regime. With that, I want to thank you for all your attention and our major leaders in this in the work I just presented. That's me and Jianqi Hu and Hao Wang. And also, if you're interested, we have several review papers in these directions that listed here. And thank you for your attention.